à tous et bienvenue dans cette review analyse du chapitre 1091 qui sort avec du retard parce que j'ai littéralement passé la journée sur Netflix à regarder le live action. Je me suis fait avoir, voilà, je voulais pas faire ça mais je me suis fait avoir par la hype. Donc si vous voulez que j'en parle dans une vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à dire, surtout en bien d'ailleurs, sur ce live action, dites-moi le tout simplement. Et ouais, je deviens une vraie youtubeuse, je rentabilise mon audience. Enfin bref, c'est pas la question. Dans ce chapitre, on a le début de l'attaque de la marine contre Egghead, on a l'affrontement entre Kizaru et Sentomaru, et on a bien sûr Luffy qui arrive pour pulvériser Kizaru. Bon, peut-être pas, mais en tout cas, ça fait du bien. On a donc au début du chapitre les vaisseaux de la marine contre les monstres marins mécaniques construits par Vegapunk. Je vais pas dire leur vrai nom parce que j'ai un accent à chier. Et comme on voit, ils sont trop cheat les mecs, ils arrivent à grailler des putains de cuirassés de la marine. Levi Samiro riposte évidemment contre les monstres marins et les pacifistas, et on voit qu'ils sont quand même pas dégueulasses niveau puissance. On aurait pensé qu'ils pourraient avoir un rôle de figurant, mais au final ils se débrouillent bien. La situation commence à un petit peu se renverser du côté de la marine, avec Kizaru qui, après cette fée Sentomaru, j'en reparle juste après, va inverser les ordres donnés aux pacifistas et leur dire d'attaquer les monstres marins. Alors on voit donc que la puce d'autorité est un objet quantitatif, qui signifie donc qu'il pourra être volé. Alors à voir ce que ça va donner dans l'histoire, mais ça me paraît quand même être un assez mauvais calcul d'avoir donné une puce d'autorité pour manipuler des armes de destruction dans une forme qui fait qu'on peut se la passer d'une personne à l'autre. Évidemment, l'ordre que donne Kizaru prouve que les deux camps ont des forces assez peu stables, c'est-à-dire que l'équilibre a tendance à ne pas être maintenu. Cette puce portative m'a aussi donné l'idée de pourquoi le gouvernement mondial a envoyé un membre du Gorosei sur Egghead. Alors évidemment, on sait que Saturne c'est le dieu militaire de la science, mais surtout il possède une puce d'autorité. On pourrait l'avoir envoyé pour, au cas où Kizaru se fait vaincre, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a un équipage de Yonko en face, eh bien il puisse quand même prendre le contrôle des pacifistas. Alors à voir évidemment, mais ce serait pas totalement étonnant de voir Saturne se ramener après la défaite de Kizaru. Encore faudrait-il qu'il perde. Avant de parler du gros du sujet, c'est-à-dire Kizaru, Sentomaru, Luffy, on voit quand même que le chapitre montre un petit peu les émotions de Vegapunk, ce qui est assez important dans le cadre un personnage qui semblait très peu enclin à se livrer à ses émotions. Et pour une fois, le voir un peu chialer après que Sentomaru soit fait pulvériser, ça nous prouve quand même que Vegapunk ça reste un humain. On a en quelque sorte la finalité de la relation entre Kizaru et Sentomaru. On a un petit flashback où on apprend comment Sentomaru s'est retrouvé au service de Vegapunk. On le savait déjà suite à un SBS, mais c'est toujours sympa de voir ce genre de choses dans le manga. Peut-être que le flashback The Kid sera enfin présent dans le manga après être resté dans les SBS pendant trop longtemps. Comme d'habitude, évidemment, on voit Kizaru qui semble quand même être attaché à Sentomaru, qui semble quand même être attaché à Vegapunk, mais qui fait littéralement passer sa mission de soldat, son devoir, bien au-delà de tout ça. Et on va donc avoir la confrontation entre deux hommes qui sont déterminés à accomplir leur devoir coûte que coûte. Mais dans ce cas-là, je vous pose la question, bordel, c'est quand que on voit les émotions un petit peu de Kizaru? C'est quand qu'il arrête d'être le toutou du gouvernement mondial, et c'est quand qu'il commence à un petit peu se détacher des ordres qu'on lui donne? Bon, j'aurais tendance à penser que jamais, et voilà pourquoi. Kizaru, c'est l'amiral par excellence. Pour moi, il a la puissance d'un amiral de base. C'est le moule de l'amiral, celui qui obéit aux ordres, qui se ramène lorsque quelqu'un tape un dragon céleste, qui représente le bras armé de la marine, qui représente l'un des hommes les plus forts de la marine, et c'est pour ça que c'est spécialement lui qui a été envoyé contre les Mugiwara à Sabaody, pas à Kainu qui était trop extrême même pour un amiral, pas à Aokiji que les Mugiwara connaissaient déjà. Kizaru, le modèle de base, j'ai envie de dire. Et donc pour moi ça va rester l'amiral, pas un amiral, l'amiral de la marine par excellence jusqu'à la fin du manga. Et donc en parlant de Sabaody, nous avons enfin cette putain de confrontation entre Luffy et Kizaru que on attend tous depuis que l'équipage s'est fait fumer, et ça fait du bien, putain, ça fait du bien de voir Luffy arriver avec un sourire, il a pas peur. Il dit à Kizaru, là on est 100 fois plus fort. Là on va pas avoir besoin de fuir, là on peut t'affronter. Même si bien sûr ils sont en situation de fuite. Alors dernière chose dans ce chapitre avant de parler de la suite des événements, on a un sacrifice de la part de Stussy, même si je pense qu'elle est pas vraiment morte. Lucci qui à partir du moment où il a su qu'il avait un allié sur l'île s'est directement attaqué à Vegapunk, et Stussy qui s'est directement interposé. Oda, j'ai l'impression qu'il fait certaines de ces scènes sur le même modèle. La mort de Ace, le coup que Garp s'était pris à la ruche, et cette fois-ci le
coup que ceci s'est pris de Lucci. Alors évidemment je dis pas qu'Oda recycle, simplement qu'il va à chaque fois mettre en scène la même chose avec sur la case les 3 personnages. Ça nous ramène aux paroles de Vegapunk au début du chapitre 1072 et puis ça montre aussi les liens que Vegapunk a tissés, en quelque sorte les choses qu'il a réussi à accomplir. Avant la fin du chapitre, on a un début de combat de Zoro contre Lucci. J'en profite pour faire une transition vers les combats. Je ne pense pas qu'ils vont se terminer parce que les Mugiwara sont en situation de fuite. On n'est pas comme sur Onigashima où ils devaient chacun vaincre un ennemi histoire de terminer tout le monde. Non, là ils veulent se casser sur Elbaf, ils veulent se casser sur le Sonic. Donc non, je pense pas qu'on verra Luffy pulvériser Kizaru, même si j'aimerais bien aussi. Simplement, je pense qu'ils vont quand même s'échanger quelques coups parce que pour la symbolique, n'empêche. Même si en vrai, j'aimerais beaucoup plus voir un Zoro contre Kizaru parce qu'on n'oublie pas que Kizaru avait essuyé ses pompes sur Zoro à Sabondi. Moi, je veux voir Luffy contre Saturne, tout simplement, parce que les Gorosei, ils sont liés à Im et Im, il est lié à Joy Boy. Et Luffy, c'est en quelque sorte la réincarnation de Joy Boy. Je veux voir la confrontation entre Luffy qui ne sait rien, mais rien du tout, et Saturne qui sait sans doute toute la vérité sur Nika, sur Joy Boy. Je veux le voir et lui dire Sashimi ni dana, Joy Boy. On est cringe ici, on est super cringe, mais en tout cas, ce serait vraiment un truc de fou. Bref, fin de vidéo, c'était super court, d'une part parce que j'ai pas le temps pour ces conneries, j'ai un live action à regarder. D'autre part parce que le chapitre, c'est le premier chapitre depuis assez longtemps où on a vraiment beaucoup d'action, pas énormément de révélations ou de dialogue ou de développement. Non, du combat, de la bagarre. Je pense que ça nous avait un peu manqué, mais du coup, la vidéo est un peu plus courte que d'habitude. Année scolaire sur YouTube, je vais m'y mettre à fond. Donc attendez-vous à des vidéos même quand Oda est pas là. Et je vous dis à la prochaine fois. N'oubliez pas que la passion et les rêves sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter. Salut!